Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Brunet sans filtre. Si vous nous rejoignez, nous allons assez largement parler des tout derniers développements de cette tragédie suisse, Mesdames, Messieurs, qui est en train de devenir une tragédie européenne. Souvenez-vous, hier, il y avait beaucoup de compassion pour nos amis helvètes. Les chancelleries, les chefs d'État de l'Europe entière ont appelé le président de la Confédération suisse pour lui dire « Nous sommes avec vous ». Nous allons réaliser dans les prochaines heures, certains l'ont compris déjà depuis longtemps, que c'est une tragédie européenne que nous vivons. Nous allons avoir des morts français, très probablement. Nous allons avoir des morts italiens. Le premier mort, d'ailleurs officiel, parmi la quarantaine, est un mort italien, un jeune homme. Nous avons appris son nom en fin de matinée. Il va y avoir probablement des Britanniques. Bref, l'Europe entière était en vacances, pourrait-on dire, à Crans-Montana. Et beaucoup de jeunes, de gamins parfois mineurs, ou de jeunes adultes ont été piégés, bien évidemment, dans ce bar, le Constellation, dans la nuit du 31 au 1er janvier. Je pense en particulier à l'enfer que vivent les familles européennes, mais en particulier, comme nous sommes français, les familles françaises qui sont toujours à la recherche d'un enfant disparu. Un véritable enfer. Nous étions il y a quelques minutes avec une infirmière qui nous disait « Je suis en Suisse, je suis une infirmière à la retraite, j'essaie d'aider les Français. Nous avons des Français qui viennent d'arriver d'un peu partout, de Normandie, pour chercher leur enfant. Ils ont très peu d'argent, ce sont parfois des gens modestes. L'hôtellerie coûte très cher en Suisse. Ils ne sont pas pris en charge. Les autorités consulaires, les autorités françaises ne leur disent rien. Ils sont seuls, ils sont paumés. Je pense à ces familles perdues. Et puis je pense plus généralement à celles et ceux Français qui sont en ce moment à Crans-Montana et qui comptent les heures et qui cherchent partout activement dans les hôpitaux leur fils ou leur fille disparu. Écoutez, Laetitia, cette mère, elle cherche depuis plus de 30 heures un jeune homme, son fils, qui s'appelle Arthur. Je cherche mon fils Arthur Brodard. Il était donc dans ce bar, le Constellation, ce soir du Nouvel An? Oui, avec plusieurs autres amis. Et est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Est-ce que vous connaissez un petit peu la situation? Non, ça fait 30 heures maintenant que mon fils a disparu. Et ça fait depuis hier matin 9 heures que je le cherche. On est à la cellule de crise, mais que parallèlement à ça, j'ai fait des appels à témoins. Autant sur les réseaux sociaux qu'auprès de ses amis, pour essayer de retrouver des stories, des vidéos de quelque chose en fait qui pourrait mettre sur la trace. D'un coup, on le voyait sortir ou je ne sais quoi. Mais je suis allée dans les hôpitaux directement. Je suis allée au CHU hier soir jusqu'à 2h du matin. Le papa a été à Berne, je suis allée à Sion. Mais je ne sais pas où est mon fils. Vous avez un peu l'impression de remuer ciel et terre pour voir le... Je vais remuer ciel et terre. C'est pas que j'ai l'impression. La police et les enquêteurs font un très bon travail, mais eux, ils en cherchent 120. Moi, je cherche un. Je cherche mon fils. Quel âge il a, Arthur? Arthur a 16 ans. Et il allait faire 17 ans le 22 février. Pour vous, c'est important, dans tous les cas, qu'on puisse le retrouver, peu importe ce qui se soit passé dans cet incendie? Dans tous les cas, il ne fait plus partie des blessés légers. J'en suis bien consciente. Donc maintenant, où qu'il soit à la morgue, ou qu'il soit au centre intensif, dans un hôpital, à l'étranger ou ici, en Suisse, sa maman doit être à ses côtés en fait. Je ne sers à rien à Crans-Montana ici. Moi je veux être auprès de mon enfant que j'ai mis au monde. Est-ce que vous savez s'il vous reste encore des moyens, encore des personnes à contacter, des secours peut-être pour essayer de retrouver Arthur? Je pense qu'avec lucidité, même si l'espoir est là, je pense que heure après heure, les chances de le retrouver en vie se réduisent. J'en suis consciente. Mais dans tous les cas, encore une fois, qu'il soit vivant ou pas, ma place est à côté de lui. Ma place n'est pas ici à Crans-Montana. Ça fait 30 heures que je cherche mon enfant. 30 heures qu'il s'est passé ça. Ça fait 24 heures que je cherche mon enfant.
Et je lâcherai pas. Tant que je ne suis pas à ses côtés, je ne lâcherai pas. Ça, c'est une certitude. Bon, mesdames, messieurs, des parents comme ça, français, italiens, il y en a en ce moment beaucoup à Crans-Montana, en Suisse. Tout à l'heure, Pierre Barbin, il y a quelques minutes, le ministre des Affaires étrangères italien, qui lui s'est déplacé, qui était à Crans-Montana, s'est exprimé et il a donné des informations assez nouvelles, assez intéressante dans cette, j'allais dire, cacophonie. On ne va pas accabler les Suisses, mais enfin, pour l'instant, beaucoup de parents disposent de peu d'informations. Et d'ailleurs, les autorités disposent également de peu d'informations. Il faut rappeler quand même que quand on a un grand blessé qui est inerte et qui n'est pas réveillé, et que tous ses effets personnels ont brûlé, c'est très difficile de savoir s'il est italien, français ou britannique et quelle est son identité. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de désigner les Suisses qui font un magnifique travail, mais travail d'identification extrêmement compliqué, des grands blessés, des grands brûlés et des personnes décédées. Oui, c'est d'ailleurs la grande détresse des parents que l'on a entendu à l'instant et que l'on voit un peu partout, tant à Crans-Montana, tant à Lausanne qu'à Zurich, parce que c'est là où il y a 2 hôpitaux qui sont spécialisés dans les grands brûlés. On le disait tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de blessés qui sont difficilement identifiables. Donc le ministre des Affaires étrangères italien est sur place. Il a donné ce que l'on appelle un point presse tout à l'heure dans les rues de Crans-Montana. Il explique, il s'appelle Antonio Tajani, il explique qu'il n'y a plus que 3 blessés qui ne sont pas encore identifiés parmi les 115. Il explique aussi qu'il espère que, il y ait des Italiens, parce qu'il pense bien évidemment à son pays, à sa nation, à sa patrie qui est bien évidemment touchée par ce drame, parce que l'on sait que l'Italie a communiqué en expliquant qu'elle avait perdu un des siens, un jeune homme de 16 ans, Emanuele Galepini, un jeune espoir italien. C'est le premier pays à communiquer. Ce qu'il faut donc expliquer, c'est qu'il, selon les dires du ministre des Affaires étrangères italien, il n'y a plus que 3 blessés qui n'ont pas été identifiés. Cela suit aussi ce que dit la directrice de l'hôpital de Lausanne. Ce sont nos confrères du quotidien Le Temps qui expliquent que les 22 personnes qui ont été admises en urgence à l'hôpital de Lausanne, elles ont toutes été identifiées. D'accord. Donc ça, c'est une information majeure que nous vous donnons, que Pierre Barbin vous donne. Donc 112 blessés sur 115, puisqu'on avait un chiffre de 115 blessés, ont donc été identifiés. Bref, il n'y a que 3 personnes blessées dans cette nuit-là, dont on ignore encore l'identité. Pas tout à fait. Là, on parle des victimes italiennes, parce qu'en milieu de matinée, les autorités suisses, et plus précisément le chef de la sécurité du canton du Valais, a précisé que sur les 115 blessés, 80 à 110 sont en urgence absolue et, par exemple, ne peuvent pas communiquer. Ça ne veut pas dire, évidemment, que toutes ces personnes... Quand vous parliez des 3 non identifiés, c'était sur le volume des blessés italiens. Oui, d'accord. Les 13 Italiens qui étaient portés disparus jusqu'à présent, seuls 3 n'ont pas été identifiés. Mais sur l'immense majorité de ces blessés, sur les 115, il y a encore une très grande partie d'entre eux qui n'ont pas été identifiés. Je vous rappelle que l'on cherche toujours 8 Français qui sont introuvables. Il faut faire très attention avec les informations sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, les autorités, notamment le Quai d'Orsay, nous a indiqué qu'ils ne souhaitaient pas, qu'ils n'allaient pas communiquer sur les profils individuels des personnes, qui n'allaient pas dire si telle ou telle personne était bel ou bien disparue, redonnez-moi le nombre des blessés en urgence absolue. 80 à 110 selon Stéphane Ganzer, qui est donc le chef de la sécurité du canton du Valais. Cette estimation, il l'a donnée à nos confrères de médias suisses aux alentours de 10h30. Peut-être que la situation de certains de ces blessés s'est détériorée. On l'a dit tout à l'heure, on parle d'urgence absolue, avec évidemment des blessures qui pourraient être mortelles. Peut-être que ce bilan, il va évoluer ces prochaines heures. Encore beaucoup de points d'interrogation. Oui, donc ça veut dire 80 à 100 blessés qui sont encore en urgence absolue. Ça veut dire qu'une partie très importante de ce contingent de blessés
ce sont des blessés qui ne sont pas en état de conscience et qui ne peuvent pas communiquer, parler sur leur identité. Peut-être certaines d'entre elles avaient des pièces d'identité ou des amis qui peuvent les identifier, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de non-identifiés parmi les blessés. Pierre Barbin. Mais malgré tout, le temps fait son affaire, si on peut dire les choses ainsi. Et je disais que là, les 22 patients hospitalisés en urgence absolue, eux, à l'hôpital de Lausanne, donc qui est spécialisé dans le traitement des grands brûlés, ont été identifiés. C'est en tout cas ce qu'explique la directrice de l'établissement à nos confrères du Temps. Ça veut dire que le temps avance. Parmi ces 22 personnes, il y en a qui sont inconscientes, mais ont réussi malgré tout à les identifier. Ouais. On est avec le docteur Benali, Larbi Benali, qui est avec nous, médecin légiste, expert de justice. Bonjour docteur, et vraiment merci d'être avec nous. La première question, bien évidemment, c'est celle du feu pour les médecins légistes. Essayer d'identifier, de comprendre comment sont morts la quarantaine de personnes qui sont décédées dans la nuit de dimanche du 31 au 1er. C'est très compliqué, j'imagine, de travailler pour des légistes sur des corps qui sont calcinés, par exemple. Bonjour Monsieur Brunet. En effet, le dossier est très très complexe. De par bien sûr la nature du mécanisme létal ou vulnérant, donc le feu, qui apporte en effet des difficultés majeures dans l'identification. Pourquoi ? Parce que l'identification se fait sur deux versants. Le versant, on va dire, comparatif. Donc, on va essayer de recueillir auprès des familles, auprès des proches, des indices ante-mortem, un tatouage, une cicatrice, une prothèse ou autre. Des éléments qu'on peut retrouver sur le corps, mais comme vous l'avez bien compris, la plupart des personnes qui sont en urgence vitale sont des grands brûlés. Donc, le revêtement cutané, la peau est totalement altérée et inhibe ou empêche en fait toute identification visuelle au niveau de la peau. Bien sûr que j'ai une expérience malheureuse de ce type d'identification sur des accidents, en particulier l'accident de Puy-Seguin en 2015 qui avait fait 48 morts dans la région bordelaise, tous des corps carbonisés. C'est un vrai travail là qui a débuté, j'imagine, pour les autorités suisses, de recueil en fait des indices, des éléments ante-mortem qui va être fait auprès des proches, auprès des réseaux sociaux, etc. C'est un vrai travail minutieux, rigoureux. Et j'étais très très étonné d'ailleurs en écoutant le journaliste dire que 113 personnes avaient déjà été identifiées. Ça me paraissait, on va dire, impensable à ce stade des investigations, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un vrai travail de fourmi qui va commencer. On va partir sur de l'identification comparative parce que c'est la plus rapide à partir des éléments qui seront à la connaissance des enquêteurs et des médecins légistes. Voilà, la problématique ici, et on l'a bien compris, c'est aussi la problématique du temps pour les familles. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats significatifs dans les 48 heures. Docteur, je vous coupe. Vous avez raison, il n'y a pas du tout eu 112 ou 113 personnes identifiées. L'Italien a dit, le ministre des Affaires italien a dit, tout le monde a été identifié sauf 3 personnes. Mais en fait, quand il parlait de tout le monde, il parlait des quelques sujets italiens dont il était question et non pas des 115 moins 3, ce qui aurait fait 112. Donc voilà, il parlait des Italiens, c'est un volume beaucoup plus réduit. Mais d'ailleurs, on a une autre information il y a quelques minutes qui nous dit qu'entre 80 et 100 blessés sont en urgence absolue. Donc on imagine que sur 80 ou 100 blessés en urgence absolue, il y en a une partie non négligeable qui sont inconscients, voilà, qu'il est difficile aujourd'hui peut-être d'identifier. Donc, on parlait des corps brûlés, de ce travail difficile. Il y
il y a les radios dentaires quand même, j'imagine, qui sont utilisables en pareilles circonstances. Alors oui, il y a tout un panel en fait de moyens d'identification. Donc, je vous ai parlé très rapidement des moyens matériels qui sont en fait un bijou, comme je vous l'ai dit, une prothèse, un élément, on va dire, discriminant qui pourrait rapidement relier une personne à une autre. De toute façon, on va passer par cette phase, alors en particulier sur les morts, sur les cadavres qui ne sont pas identifiés, on va passer par la phase d'identification, on va dire classique, anthropologique, qui va bien sûr utiliser des moyens techniques, le scanner post-mortem, les radiographies en effet dentaires, l'odontologie médico-légale, également. Et probablement on finira, et ça c'est le procureur qui le décidera, vers de l'identification certaine, c'est-à-dire par la génétique, donc ce qui va demander des prélèvements sur les familles pour pouvoir les comparer à ceux des défunts. Donc vous voyez, et c'est ce que je vous disais à titre liminaire, on est vraiment au début du processus d'identification. Merci beaucoup. Comment avez-vous pris, vous, hier, ce message des autorités suisses qui disait une quarantaine de morts présumées? C'est la première fois dans un message officiel que j'entends la notion de mort présumée. Quand une personne est morte, elle n'est pas présumée morte. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous, la difficulté dans cet enchevêtrement de trouver des corps? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous, des morts présumées? Je pense malheureusement, et c'est mon expérience qui me le dicte, que le bilan risque de s'alourdir parce que les secours qui sont sur place ont pu en effet dégager une quarantaine de cadavres, mais il est possible qu'il y ait d'autres corps. Il faut savoir qu'il est extrêmement compliqué dans un foyer d'incendie de retrouver des corps, parfois même dans une voiture, on n'arrive pas à les identifier, donc il est possible que d'autres corps, d'autres cadavres fassent leur apparition dans les prochaines heures ou les prochains jours. Merci docteur, vraiment merci docteur Ben Ali, votre intervention a été précieuse, même si vous faites un travail qui est perçu par certains comme un travail difficile, funeste, parfois un peu lugubre diront certains, mais heureusement que vous êtes là pour éclairer un petit peu ce volet essentiel de l'après-tragédie, celui de l'identification des corps et des cadavres, pas simple du tout pour les médecins, pas simple du tout pour le travail des médecins légistes. Votre corporation va retrouver sur place maintenant à Crans-Montana notre équipe, Matteo Ciaravino, notre journaliste, qui est, je crois, accompagné, Matteo, d'une jeune femme qui était peut-être au moment des faits à Crans-Montana. Matteo, vous avez le micro. C'est ça, Eric, on se trouve avec Aurélie, une jeune femme de 20 ans. Aurélie, on vous retrouve ici devant ce lieu de commémoration. Racontez-nous pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui. Pour moi, c'était important aujourd'hui de venir ici pour rendre hommage à mes amis qui étaient présents lors de cette catastrophe, en fait, tout simplement dans ce bar. Aujourd'hui, j'ai perdu un de mes amis qui était comme mon frère. Il est décédé malheureusement dans l'incendie. J'ai mon autre ami, on n'a toujours pas de nouvelles de où il peut être. On ne sait toujours pas. On a lancé des avis de recherche sur Instagram, mais entre les vraies infos ou les fausses infos, en fait, personne ne sait. Sa famille ne sait pas. Et voilà, on attend toujours, en fait. Et c'est très compliqué. C'est ça qui est le plus dur, c'est l'attente, l'idée de ne pas avoir de nouvelles de ses proches. Le plus compliqué, en fait, c'est de ne pas savoir est-ce qu'il est à l'hôpital, est-ce qu'en fait il est décédé ou pas. En fait, juste d'être dans l'incompréhension et de ne pas recevoir d'informations. C'est tout simplement ça. Aurélie, ce soir du Nouvel An, vous étiez où? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous avez tenté de prendre des nouvelles de ses proches qui étaient aux constellations ce soir-là? Alors moi, pour la soirée du Nouvel An, j'étais pas ici. J'aurais dû passer Nouvel An avec eux, mais finalement j'ai préféré aller à une autre soirée qui était plus proche de chez moi, donc plus facile, voilà.
Et je les ai en fait appelés 15 minutes avant le drame, tout simplement. Je les ai appelés, je les ai vus en FaceTime et 15 minutes après, il n'y avait plus personne. Et cette journée, aujourd'hui, le lendemain, l'après, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à avoir des nouvelles assez facilement? Comment ça s'est déroulé? Alors, c'était compliqué. On a parlé avec la famille qui, eux, avaient plus de nouvelles que nous. Mais finalement, en fait, tout le monde reste dans l'incompréhension et en fait ne comprend pas, tout simplement. Voilà. Aurélie, vous avez 20 ans. La moyenne des gens de cette boîte de nuit était autour de la vingtaine d'années. Vos amis également qui ont été victimes. Vous avez dû ressentir, voir des choses. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez assez accompagné? En vrai, je me sens assez accompagnée parce que d'un côté, j'ai ma famille qui me soutient. J'ai mes autres amis qui me soutiennent, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que mon pilier, en fait, il n'est plus là. Aujourd'hui, il n'est plus là et c'est ça qui est compliqué. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est assez représentatif de l'émotion très forte ici des jeunes de cette station, alors venus d'ailleurs, mais ici aussi des locaux de Crans-Montana. Vous l'avez vu, il y a une émotion évidemment très forte. Merci beaucoup, Matteo Ciaravino. Que d'émotion. C'est vraiment un drame. On voit devant nos micros depuis 24 heures, 48 heures des très jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes de 20 ans. Et c'est... Bon, il y a aujourd'hui un certain nombre, Raphaël Maillochon, d'enquêtes qui sont en cours. Que disent-elles? Est-ce qu'on peut faire un point sur les différentes enquêtes qui sont menées aujourd'hui par les Suisses? Bien sûr, il y a plusieurs enquêtes, Eric, qui sont menées en parallèle. Une enquête, la première, on va dire la principale, est ouverte pour incendie, pour déterminer les causes de l'incendie. Et très rapidement, hier, dès 10h du matin, la procureure écartait totalement la piste terroriste ou acte volontairement criminel. Les enquêteurs suisses, encore aujourd'hui, privilégient la piste accidentelle. Des différents témoignages recueillis, vidéos tournées dans l'incendie, largement partagées sur les réseaux sociaux et que vous avez découvert, eh bien, selon les premiers éléments, tout semble accorder la piste, en tout cas accréditer la piste que cet incendie serait parti, vous le découvrez, des bougies festives, vous savez, celles qui sont accrochées sur les bouteilles de champagne, des étincelles qui auraient embrasé ces blocs noirs de mousse censés être insonorisantes installés au plafond. Le feu s'est ensuite propagé. La procureure parlait dès hier, je la cite, d'un embrasement généralisé qui a provoqué au moins une explosion. Mais ce que je vous dis là, ni la procureure générale du Valais, ni le chef de la police n'ont voulu confirmer tout cela. Nul doute qu'ils le feront peut-être dans la prochaine heure, parce qu'à 15h, une conférence de presse doit se tenir. Et puis en parallèle, on l'a expliqué il y a quelques minutes sur notre antenne, il y a un travail titanesque qui va durer des jours et des jours pour réaliser cette identification des corps. Et la troisième enquête, le troisième volet, c'est sur toutes ces installations qui concernent cet établissement, le Constellation. Est-ce qu'il était classé comme bar-restaurant? Est-ce qu'il était classé comme discothèque? On a beaucoup parlé de cet escalier qui a formé un goulot d'étranglement lorsque toutes les personnes présentes, les plusieurs centaines de personnes présentes ont voulu sortir. Est-ce qu'il y avait des dispositifs coupe-feu? Est-ce que les matériaux de construction utilisés étaient bien aux normes, répondaient aux normes suisses? Et qu'était, en tout cas, quid également des issues de secours? Voilà pour tout le volet qui concerne toutes ces enquêtes ouvertes. Alors, Raphaël Maillochon, nous sommes dans une affaire très particulière où on a des témoignages. Vous avez vu le témoignage de cette jeune femme. Elle n'était pas sur place tout à l'heure, mais il y a beaucoup de jeunes qui, eux, étaient sur place, à l'intérieur, à l'extérieur, et qui ont parlé aux policiers, aux enquêteurs, qui ont donné des indications très précieuses. Et puis, il y a ces vidéos. Et ces vidéos... Il est clair qu'aujourd'hui, alors que l'enquête n'en est qu'au départ, au début, eh bien, elle semble quand même accréditer une thèse, celle de sorte de bougie étincelle qui pourrait être responsable de cet incendie. J'utilise tous les conditionnels possibles. Encore une fois, il faut se méfier des scénarios tout faits. Regardez ce reportage. Sur cette image, nous sommes 3 minutes avant que l'incendie ne se déclare dans le bar-boîte de nuit de Crans-Montana. Plusieurs femmes, dont une sur les épaules d'un homme, tiennent à quelques centimètres du plafond des bouteilles de champagne, décorées de bougies étincelantes. Quelques instants plus tard, le plafond prend feu et tout s'embrase en une fraction de seconde. Hier,
Des survivants de l'incendie, dont un mineur, nous racontaient cette scène. Quand on prend une table, on a des bouteilles mises à disposition avec un seau. Et en fait, le seau, c'était un monsieur avec une dame sur les épaules, avec 2 bouteilles dans chaque main et les bougies d'anniversaire qui font des étincelles en l'air. Donc en touchant le plafond, ça a créé un feu et c'est parti en 30 secondes. C'était irrespirable, on voyait plus rien, on fumait plein les yeux, c'était le chaos. Mais je me suis vraiment posé la question, c'est est-ce que je vais mourir comme ça? Ces bougies étincelantes seraient-elles à l'origine de l'incendie? C'est une piste des enquêteurs qui analysent toutes les images de cette soirée. Sur le plafond du sous-sol de l'établissement, des panneaux en mousse anti-bruit. Ils sont composés d'un matériau très inflammable s'il n'est pas suffisamment bien isolé. Sur ces plaques, dès lors qu'elles s'embrasent, c'est alors à une vitesse moindre, mais c'est un peu comme si on enflammait une nappe d'essence en fait. Et on est sur du polyuréthane, donc c'est un peu un dérivé du pétrole, c'est un hydrocarbure, ça brûle très vite. L'enquête devra également déterminer si l'établissement possédait suffisamment d'issues de secours. Un seul escalier permettait aux centaines de fêtards de quitter le sous-sol. Un tel drame s'est déjà produit en France en août 2016, lorsque là aussi l'embrasement des panneaux d'isolation avait provoqué l'incendie et la mort de 14 jeunes dans le bar Cuba Libre de Rouen. Aujourd'hui, la réglementation française est très stricte dans les boîtes de nuit. Fabien Chartol, directeur du Bellagio à Paris, nous fait le tour du propriétaire. Au premier point d'entrée, donc on a un bouton d'alarme incendie. Donc bien sûr, nous avons des extincteurs partout dans l'établissement, à tous les endroits stratégiques. En termes d'évacuation, nous avons 4 grandes portes à l'entrée avec un système anti-panique. Juste en appuyant sur la porte, elle s'ouvre. Les 4 grandes portes s'ouvrent. On est équipé d'un désenfumage qui est très puissant. Il nous l'assure, les boîtes de nuit sont contrôlées très régulièrement, de manière inopinée. Absolument tout est fait pour limiter le danger. Tout ce qu'on met dans un établissement qui reçoit du public et surtout dans une discothèque, ça nous coûte beaucoup plus cher parce qu'on met un matériau spécifique anti-feu. Les pompiers notamment souhaiteraient que les bars où de plus en plus de fêtes ont lieu soient également soumis à des contrôles aussi stricts que ceux des boîtes de nuit. Raphaël Maillochon, il me semble que dans l'affaire en France, à Rouen, du bar, le Cuba Libre qui avait brûlé, il y avait eu des peines de prison qui avaient été requises, non? Oui, d'ailleurs, les 2 co-gérants, âgés de 40 et 48 ans, n'avaient pas fait appel de cette décision du tribunal judiciaire de Rouen. Dans le détail, ils avaient écopé de peines de prison ferme allant de 2 à 5 ans de prison, dont 3 années de prison ferme. Il y avait quelques partie civile à ce procès-là qui avait fait appel sur les intérêts civils, donc les indemnisations. Mais effectivement, sur ces faits qui remontent à 2016, les 2 gérants de ce bar ont écopé de prison ferme. D'accord.